Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les résultats d'une étude réalisée par ADA en collaboration avec le réseau européen de la microfinance sur la santé financière des micro-entrepreneurs. Donc c'est une étude qui a été financée par la fondation JP Morgan Chase, qui a été coordonnée par le réseau européen de la microfinance et dans laquelle ADA est intervenue pour la réalisation de visites de terrain, en particulier dans les pays du Sud. L'objectif de cette étude est de mieux comprendre les problématiques financières rencontrées par les micro-entrepreneurs et de leur proposer une ou plusieurs solutions pour améliorer cette santé financière. Donc, cette étude a été réalisée entre juillet 2018 et décembre 2019. La première version de l'étude en anglais a été publiée au mois de décembre. Et plusieurs activités ont permis de contribuer à la réalisation de cette étude. Donc d'abord, une revue de littérature sur le concept de santé financière. Ensuite, des visites de terrain pour interroger plusieurs structures qui travaillent avec des micro-entrepreneurs sur la problématique de leur santé financière et interroger également certains de leurs bénéficiaires. Et enfin, un atelier d'échange entre plusieurs acteurs qui offrent des services financiers et non financiers aux entrepreneurs afin de confronter les résultats de l'étude à leur opinion et de valider les résultats issus du terrain. Donc, les visites ont eu lieu dans 8 pays, 4 pays d'Europe et 4 pays du Sud. Donc, pour l'Europe, l'Angleterre, la France, l'Italie et l'Espagne. Et pour le Sud, l'Afrique du Sud, le Brésil, le Mexique et le Pérou. Donc, le réseau européen de microfinance était responsable des visites de terrain en Europe, tandis que ADA était responsable des visites de terrain dans les pays du Sud. Dans chaque pays, une institution de microfinance et un fournisseur de services non financiers ont été identifiés et interrogés, sachant que la plupart des fournisseurs de services non financiers étaient en fait des incubateurs ou accélérateurs d'entreprises. Donc, cela fait un total de 16 organisations interrogées dans ces 8 pays, et pour chaque organisation, 5 micro-entrepreneurs bénéficiaires de chaque organisation ont donc été interviewés. Alors, avant de présenter les résultats globaux issus de l'étude, on va commencer par une petite introduction sur le concept de santé financière, puisque c'est un concept assez nouveau appliqué au domaine du micro-entrepreneuriat. Alors, en effet, pendant longtemps, quand on a parlé de santé financière, on parlait de la santé financière des grandes entreprises, principalement. Ce n'est qu'en 2015 qu'une première publication est sortie, réalisée par le CFSI, donc qui est le Center for Financial Service Innovation, qui est désormais appelé le Financial Health Network. Et donc le CFSI, en 2015, a sorti une première étude sur la santé financière des individus, et en particulier des consommateurs aux États-Unis. Donc c'est la première étude qui s'intéresse au concept de santé financière appliqué aux individus et non plus aux grandes entreprises comme auparavant. Ensuite, en 2017, la même organisation a sorti une deuxième publication, cette fois-ci sur la santé financière des small businesses ou petites entreprises, toujours dans le contexte américain. Et donc, on a une première tentative de définition du concept de santé financière des petites entreprises ou des petits entrepreneurs, que vous pouvez voir ici, et qui donc repose principalement sur des actions que mettent en place ou non les entrepreneurs. Donc on a une définition de la santé financière qui ne repose pas ici sur la situation financière de l'activité ou de l'entreprise, mais bien sur les actions et les comportements de l'entrepreneur. Toutefois, on est toujours ici dans un contexte américain, et en ce qui concerne le monde du développement, on a parlé pendant très longtemps d'inclusion financière. Récemment, on a commencé à poser la question, est-ce que le concept d'inclusion financière est suffisant? Est-ce que ça doit être l'objectif ultime du monde du développement et des acteurs qui travaillent dans le secteur de la finance inclusive? Alors, on a pu se poser cette question grâce notamment aux résultats de la dernière étude du Findex, qui est sortie en 2017, et qui a montré qu'accéder aux services financiers n'impliquait pas nécessairement la bonne utilisation de ces services financiers, ou même l'utilisation tout court de ces services financiers par les micro-entrepreneurs ou par les entrepreneurs en général. Et on a une deuxième étude qui est sortie la même année par Gallup, qui a été financée par la fondation MetLife, qui a porté sur 10 pays, et qui a montré que là encore, il n'y avait pas de lien direct entre la possession d'un compte bancaire ou même la possession d'un compte mobile et le sentiment de sécurité financière ou de contrôle sur ses finances.
Donc ces deux études tendent à passer le même message, qui est que l'inclusion financière n'est peut-être pas l'objectif final à atteindre et qu'il n'est certainement pas suffisant pour atteindre la santé financière ou le bien-être financier de l'individu, de l'entrepreneur ou de son activité. Alors pour mettre un peu en perspective ces différents concepts, l'étude Gallup a positionné la santé financière par rapport à d'autres concepts qu'on utilise dans le monde du développement. Donc l'inclusion financière, l'éducation financière et le contrôle sur ses finances apparaissent ici en fait comme des conditions pour que l'individu soit finalement en bonne santé financière. Donc l'inclusion financière n'est en fait qu'une étape dans le processus pour arriver à être en bonne santé financière. Le CIGAP a également mis en perspective ce concept par rapport à un tas d'autres concepts qu'on a l'habitude d'utiliser dans le monde du développement. Donc là encore, on voit que l'éducation financière est la première condition, suivie d'ensuite les capacités à mettre en œuvre des comportements pour mettre en pratique ces connaissances, donc les connaissances issues de l'éducation financière, d'avoir une certaine capacité qui permet ensuite d'arriver à la santé financière. D'un autre côté, il est nécessaire d'avoir aussi accès aux services financiers, d'être capable d'utiliser ces services financiers à bon escient. Et c'est la réunion de ces deux grands types de conditions, donc les connaissances et les savoir-faire de l'individu, plus l'environnement qui met à disposition de l'individu des services financiers utiles, qui permettent de réaliser la santé financière. Donc on voit ici, avec ces premières notions, que la santé financière est un résultat final qui n'est pas évident à atteindre, et pour l'atteindre, l'inclusion financière n'est qu'une étape du processus. Alors, on a plusieurs organisations qui travaillent dans le secteur de la finance inclusive qui ont commencé à donner des définitions du concept de santé financière. Donc, on a le Microfinance Center, par exemple, qui explique que la santé financière est atteinte lorsqu'un ménage gère efficacement ses revenus et ses dépenses, résiste aux chocs financiers et planifie son avenir financier dans une perspective à long terme. Donc ça, c'est les définitions données par le Microfinance Center. De son côté, on a aussi Action, qui a donné une définition en disant que la santé financière est directement liée à la capacité d'un individu à équilibrer ses finances, son budget quotidien, à surmonter les chocs financiers et à poursuivre un objectif de vie important. Alors là, on voit qu'à chaque fois, dans chaque définition, que ce soit dans ces définitions ou dans les mises en perspective par les deux organisations citées précédemment, on a toujours la notion de savoir, la notion de savoir-faire et la notion d'application de ces savoir-faire, donc de certains comportements mis en œuvre par les individus. Et donc, dans l'étude que je vous présente aujourd'hui, on a abouti également à une définition qui a juste vocation à contribuer à la réflexion sur le sujet. L'objectif n'est pas d'aboutir à une définition qui ferait consensus dans le secteur de manière générale, mais donc plutôt de contribuer à la réflexion. Et donc, on retrouve dans la définition issue de l'étude les mêmes éléments, donc à la fois un élément de savoir, un élément de savoir-faire et de comportement, et quelque chose qui est relatif à la planification et à l'anticipation sur le long terme. Donc la définition adoptée dans l'étude, ou qui est plutôt issue de l'étude, est celle-ci. Un micro-entrepreneur peut être considéré comme en bonne santé financière s'il comprend comment gérer ses finances, s'il est en capacité de traiter les questions et enjeux financiers de son activité, et s'il planifie l'avenir de l'entreprise en fonction de ses aspirations et de ses capacités. Donc voilà la définition à laquelle l'étude a abouti, sachant que donc, le parti pris pour réaliser cette étude n'était pas de partir d'une définition préconstruite et de la tester sur le terrain, mais l'objectif était plutôt d'aller d'abord sur le terrain, d'interroger les organisations et les micro-entrepreneurs eux-mêmes pour ensuite en déduire une définition. Et c'est celle-ci qui est le résultat de l'étude. Alors ensuite, au-delà de la définition du concept de santé financière, donc l'étude a permis d'interroger un certain nombre d'organisations, donc 16 organisations, 8 institutions de microfinance et 8 fournisseurs de services non financiers qui sont dans la plupart des cas des incubateurs ou accélérateurs d'entreprises. Donc à chaque fois, chacune de ces organisations dans chacun des 8 pays qui font partie de l'étude, et 5 entrepreneurs, au moins 5 entrepreneurs bénéficiaires de chacune de ces organisations. Alors, les premiers résultats de l'étude, d'abord en ce qui concerne le profil des entrepreneurs servis par ces différentes organisations.
Donc, si on regarde l'univers des micro-entrepreneurs, depuis l'auto-entrepreneur qui gère son activité à temps partiel uniquement par nécessité, parce qu'il n'a pas le choix pour subvenir à ses besoins, jusqu'à l'entrepreneur né qui a une activité entrepreneuriale parce qu'il aime ça et que ça fait partie de son développement personnel, les profils entrepreneurs accompagnés par les structures qui font partie de l'étude se trouvent en fait au milieu de cet univers et consistent plutôt en des auto-entrepreneurs par opportunité, des micro-entrepreneurs par opportunité. Donc on distingue les deux par le fait que l'auto-entrepreneur est seul alors que le micro-entrepreneur peut avoir un certain nombre d'employés. Et puis le micro-entrepreneur orienté croissance qui, lui, a l'intention de faire croître son business, contrairement au micro-entrepreneur par opportunité qui gère son activité au quotidien sans avoir forcément l'ambition de le faire grandir. Donc la plupart des bénéficiaires de ces organisations se trouvent au milieu de cet univers, sont plutôt des micro-entrepreneurs qui n'ont pas forcément vocation à croître. Seulement quelques-uns font partie des bénéficiaires, en particulier des organisations qui se trouvent en Europe. Alors, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'on a pu mettre en évidence certaines différences entre les pays d'Europe et du Sud. Donc, notamment le fait que dans les pays d'Europe, les bénéficiaires se trouvent un peu plus à droite de cet univers, donc sont un peu plus orientés croissance. Et le fait qu'en Europe, les deux types d'organisations, donc que ce soit les institutions de microfinance ou les fournisseurs de services non financiers, servent le même type d'entrepreneurs. Donc il n'y a pas de différence de profil entre les bénéficiaires des institutions de microfinance et les bénéficiaires des fournisseurs de services non financiers en général. Alors que dans les pays du Sud, c'est la grande différence. Les profils ne sont pas les mêmes entre les entrepreneurs servis par les institutions de microfinance et les entrepreneurs servis par les incubateurs et accélérateurs. Donc les différences ne se situent pas forcément au niveau du secteur d'activité. Les entrepreneurs travaillent dans les mêmes secteurs de manière générale. Certains ont des activités un peu plus urbaines pour ceux qui sont accompagnés par les fournisseurs de services non financiers, puisque eux-mêmes sont situés dans des zones plus urbaines que les institutions de microfinance. Mais la principale différence repose plutôt sur le profil des entrepreneurs. Donc en particulier, les bénéficiaires des institutions de microfinance sont en moyenne plus âgés, sont moins éduqués, et sont moins conscients des problématiques financières auxquelles ils font face. À l'inverse, les bénéficiaires donc des fournisseurs de services non financiers, en général, sont plus jeunes, plus dynamiques, ont plus conscience de leurs difficultés et ont plus la volonté de résoudre ces problèmes financiers, et sont également plus éduqués. Alors, en ce qui concerne ces difficultés financières rencontrées par les entrepreneurs, un des grands résultats de l'étude est qu'il n'y a pas de différence entre les entrepreneurs des pays du Nord et des pays du Sud en ce qui concerne les difficultés financières rencontrées. Tous les entrepreneurs interrogés, ainsi que les employés des structures qui les accompagnent, sont unanimes. Les difficultés financières sont les mêmes ont été citées. Donc, en particulier, la séparation des finances personnelles et professionnelles, la gestion de la trésorerie et des liquidités, le calcul des coûts et la définition des prix, le suivi des dépenses, des ventes, et en particulier des ventes à crédit, la planification des finances et de l'activité, et la gestion, la négociation avec les financeurs. Donc évidemment, en fonction de la position dans l'univers des micro-entrepreneurs, certaines difficultés sont plus prégnantes que d'autres, mais tous les entrepreneurs ont cité ces différentes difficultés d'une manière ou d'une autre, et le test de ces difficultés identifiées auprès d'autres entrepreneurs qui ne faisaient pas partie de l'étude ont également validé le fait que ce sont les principaux problèmes rencontrés par les entrepreneurs, que ce soit en Europe ou au Sud. Alors maintenant, que font les organisations interrogées pour résoudre ces problématiques? Quels services offrent-ils aux entrepreneurs? Alors là aussi, on a certaines différences entre les services offerts en Europe et les services offerts au Sud. En Europe, donc, les institutions de microfinance intègrent systématiquement des services non financiers dans leur offre, ce qui n'est pas toujours le cas des institutions de microfinance au Sud. Et la plupart de ces services non financiers consistent en fait en un accompagnement post-crédit, donc qui est donné à l'entrepreneur seulement une fois qu'il a contracté son crédit. Les services non financiers offerts par ces organisations sont de manière générale moins structurés que ceux qui sont offerts par les organisations du Sud. Et c'est dû au fait que la plupart de ces organisations ont recours à des bénévoles en Europe pour offrir ces services non financiers aux entrepreneurs. Et donc les bénévoles
sont moins disponibles et sont moins enclins à suivre un programme sur la durée. Un autre résultat en Europe concerne donc les fournisseurs de services non financiers qui, eux, font le lien avec l'accès au financement pour les entrepreneurs. Donc on voit aussi que c'est certainement la raison pour laquelle les institutions de microfinance et les fournisseurs de services non financiers ciblent les mêmes entrepreneurs. C'est parce qu'en fait, ils offrent des services qui sont aussi très complémentaires et très liés les uns aux autres. À l'inverse, dans les pays du Sud, les institutions de microfinance se centrent essentiellement sur les services financiers qu'ils offrent. Alors ici, dans l'étude, toutes offraient également des services non financiers, mais principalement de l'éducation financière, parfois des services d'accompagnement un peu plus avancés pour les micro-entrepreneurs plus avancés, mais la plupart du temps via un partenariat, et donc cette activité ne fait pas partie du cœur de leur business. Et d'ailleurs, ce n'est en général pas compris dans leur business model, et les institutions de microfinance ont du mal à offrir ces services à un grand nombre d'entrepreneurs, à un grand nombre de leurs bénéficiaires, ou à l'offrir de manière régulière. En plus de cela, les entrepreneurs qui sont servis par les institutions de microfinance sont en général moins conscients de leurs problématiques financières et donc moins enclins à suivre ce type de service, moins intéressés pour participer aux activités qui sont proposées. À l'inverse, donc pour les incubateurs et accélérateurs d'entreprises, leurs services non financiers sont en général bien structurés, avec des formations collectives au départ suivies d'appuis individuels via du coaching ou du mentorat. Leurs bénéficiaires sont plus intéressés et volontaires pour participer, sont surtout plus curieux, plus conscients de leurs problématiques financières et donc ont la volonté de travailler dessus. Et ce que offrent les fournisseurs de services non financiers consiste plutôt en un lien avec les marchés pour les entrepreneurs et beaucoup moins de liens avec les financeurs. Donc c'est un peu la différence avec les services offerts en Europe. En Europe, les incubateurs accélérateurs font le lien avec les financeurs pour les entrepreneurs. Ce n'est pas le cas au Sud. En général, c'est ce qui manque dans leur offre de services. Par contre, ils facilitent le lien avec les marchés et c'est en général dû au fait que ces incubateurs accélérateurs sont financés plus par des entreprises privées que par des financements publics. Et ces grandes entreprises privées qui les financent parce qu'elles ont des avantages fiscaux à le faire, voire d'autres avantages en fonction de la réglementation, elles le font donc parce qu'elles investissent dans les entrepreneurs qui deviendront ensuite certains de leurs fournisseurs ou qui feront partie de leur chaîne d'activité. Donc les grandes entreprises ont directement un intérêt à financer ce genre de structure et c'est plus facile ensuite pour ce genre de structure de faire le lien avec les entreprises et donc avec les marchés pour les micro-entrepreneurs accompagnés. Enfin, un dernier élément intéressant pour les services offerts par les incubateurs et accélérateurs dans les pays du Sud, c'est la thématique du développement personnel, puisque donc parmi les 8 organisations interrogées dans cette étude, 5 offrent un module de développement personnel pour les entrepreneurs, et y compris pour travailler sur des problématiques financières. Et donc les entrepreneurs eux-mêmes, quand on leur demande qu'est-ce qui vous a permis de travailler sur vos problèmes financiers, qu'est-ce qui vous a permis d'améliorer votre situation, la plupart citent de manière spontanée que la participation au module de développement personnel les a beaucoup aidés, y compris pour travailler sur les problèmes financiers. Alors pourquoi ? Parce que les entrepreneurs eux-mêmes, d'après ce qu'ils racontent, avaient besoin de prendre confiance en eux avant tout et de se considérer eux-mêmes comme entrepreneurs pour ensuite avoir le courage et la capacité à s'attaquer aux problèmes financiers de leur activité. Donc, en termes de résultats globaux de cette étude, comment faire pour donc évaluer et améliorer la santé financière des micro-entrepreneurs ? Donc, la première chose, c'est que toutes les organisations interrogées sont conscientes que c'est un sujet sur lequel il faut travailler. Par contre, en général, les institutions de microfinance associent le concept de santé financière à la situation financière de l'activité et donc vont plutôt la juger, l'évaluer sur la base de chiffres relatifs à l'activité de l'entrepreneur, alors que l'étude a montré et les interviews ont montré que ce concept est beaucoup plus lié au comportement et aux capacités des individus. Donc il y a certainement des améliorations à apporter pour évaluer la santé financière des micro-entrepreneurs, au moins pour les institutions de microfinance. Ensuite, ce qu'a montré l'étude, c'est que la santé financière de l'individu et celle de son activité sont interdépendantes, sont liées, et donc doivent donc être considérées ensemble quand on veut évaluer la santé financière.
Ensuite, évaluer n'est que la première étape d'un processus d'accompagnement pour améliorer la santé financière. L'objectif ultime ne doit pas juste d'être évalué, de faire un diagnostic, mais l'évaluation doit être vraiment intégrée dans un processus d'accompagnement global. Et ce n'est que ce processus d'accompagnement global qui va permettre à l'individu d'améliorer sa situation. En ce qui concerne le type de service le plus efficace pour améliorer la santé financière des entrepreneurs, les formations sont apparues comme quelque chose d'utile mais de non suffisant. Et c'est définitivement le coaching et le mentorat individuel qui ont été cités comme les types de services les plus efficaces pour travailler sur ces sujets. Si des outils sont mobilisés comme des outils d'évaluation de la santé financière ou des outils de manière plus générale pour gérer la trésorerie ou calculer des coûts, ce genre de choses, tous les entrepreneurs ont mentionné le fait qu'il était nécessaire pour eux de les utiliser avant tout avec un coach ou un mentor pour être en capacité de les utiliser par eux-mêmes par la suite. Donc un outil d'évaluation de la santé financière ne se suffit pas à lui-même, surtout s'il est destiné à être utilisé que par l'entrepreneur. Il faut que l'entrepreneur soit accompagné même dans le diagnostic. Enfin, donc, améliorer sa santé financière implique pour l'entrepreneur de changer de comportement et donc de mettre en application des connaissances. Et c'est bien pour cela que le développement personnel doit faire partie du processus d'accompagnement, puisqu'il n'y a que si l'entrepreneur gagne confiance en lui et se considère lui-même comme entrepreneur qu'il sera en capacité ensuite d'adopter les comportements qui lui permettront d'améliorer sa santé financière. Voilà pour les résultats globaux de l'étude. Alors l'étude était en fait la première partie d'un projet. Ce qui remontait également comme résultat de l'étude était que donc, les coachs et mentors qui accompagnent les entrepreneurs ont parfois besoin de structurer un petit peu l'appui qui est apporté. C'est pour cela qu'en complément de l'étude, un guide opérationnel a été développé. Et dans ce guide, on trouve tout un certain nombre d'outils qui peuvent être utilisés tout le long du processus d'accompagnement d'un micro-entrepreneur. Donc, dans ce guide, on trouve en particulier une définition un peu pratique de ce que c'est la santé financière d'un entrepreneur, c'est-à-dire une liste d'actions que l'entrepreneur devrait être en capacité de faire pour être en bonne santé financière. Et donc ensuite, tous les autres outils présents dans ce guide sont structurés autour de cette définition qui comporte donc 4 grands piliers et un certain nombre d'actions par pilier. Donc dans ce guide, on trouvera par exemple tout le processus, les différentes étapes du processus d'accompagnement proposé, un calendrier avec une sorte de planning de l'accompagnement pour le coach et le mentor et les outils à utiliser à chaque étape de l'accompagnement. Et puis donc ensuite, on a toute une liste d'outils avec un questionnaire de diagnostic, un modèle de plan d'action à suivre pour améliorer la situation de l'entrepreneur, des exemples d'applications digitales qui ont été développées et qui sont déjà disponibles sur le marché pour faire travailler l'entrepreneur sur différents sujets. Et donc tous ces outils sont rassemblés dans un guide qui existe pour l'instant en anglais seulement et qui sera traduit dans les mois à venir. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à télécharger l'étude complète sur le site de ADA et merci pour votre attention.